Alors que les deux B-2 Spirit poursuivent leur pénétration silencieuse au cœur de l'espace aérien ennemi, une nouvelle dimension du danger se met en place. Ce qui était jusque-là une mission fondée sur la discrétion absolue devient progressivement une course contre un adversaire capable de percevoir l'invisible autrement que par les moyens conventionnels. Les forces aériennes adverses ne comptent pas uniquement sur les radars actifs. Conscientes des capacités furtives américaines, elles ont développé une doctrine de détection hybride, combinant observation passive, capteurs infrarouges et exploitation du moindre signal thermique. C'est précisément cette approche qui permet à une paire de chasseurs Su-35 de commencer à reconstituer, pièce par pièce, la présence des intrus dans leur ciel. Sans activer pleinement leur radar, ce qui les rendrait eux-mêmes vulnérables à une détection électronique immédiate, les pilotes utilisent des systèmes électro-optiques et infrarouges avancés. Dans le silence radio, ils scrutent l'obscurité à la recherche de la moindre anomalie thermique, une variation dans la densité de l'air, une signature de moteur ou la perturbation subtile laissée par le passage d'un bombardier furtif à haute altitude. Dans le même temps, les B-2 poursuivent leur trajectoire avec une discipline absolue. Ils ne peuvent ni accélérer brusquement, ni changer de cap de manière imprévisible sans risquer de compromettre la cohérence de leur plan de mission. Chaque seconde est synchronisée avec un calcul global qui inclut la position des cibles, le timing des escortes et les fenêtres d'engagement optimales. C'est à cet instant que la mission bascule d'une simple infiltration à un environnement de chasse actif. Les chasseurs adverses commencent à se rapprocher de zones probables d'interception, exploitant le relief montagneux pour masquer leur propre déplacement. Les vallées profondes et les crêtes abruptes deviennent des outils tactiques, permettant des apparitions brèves et imprévisibles avant de disparaître à nouveau des capteurs. Cette guerre invisible se joue autant dans les capteurs que dans le terrain lui-même. Chaque camp tente d'imposer sa logique, la furtivité et la précision algorithmique d'un côté, la mobilité et l'exploitation du relief de l'autre. Les systèmes embarqués des bombardiers recalculent en continu les risques, anticipant les menaces potentielles sans jamais rompre leur profil de vol. Pendant ce temps, les chasseurs iraniens se rapprochent suffisamment pour que la menace devienne concrète. Les distances se réduisent, mais la visibilité reste incertaine. Aucun contact visuel direct, seulement des fragments d'informations, des signatures thermiques intermittentes et des estimations de trajectoire. C'est une chasse où l'information vaut plus que la vitesse. Chaque décision peut déclencher une réaction en chaîne irréversible. Les B-2 ne peuvent se permettre ni erreur ni hésitation, tandis que les chasseurs adverses savent qu'un seul instant d'exposition peut suffire à transformer leur poursuite en piège mortel. Ainsi, dans le ciel nocturne, une tension silencieuse s'installe. Deux réalités tactiques s'affrontent sans encore se rencontrer pleinement. L'une avance vers sa cible avec une précision mathématique, l'autre tente de la révéler dans l'ombre. Et entre les deux, un espace invisible se resserre, minute après minute, vers un point de rupture inévitable. Le ciel au-dessus des montagnes d'Alborz devient un espace fragmenté, presque illisible. Ce n'est plus un simple théâtre aérien, c'est un labyrinthe tridimensionnel où chaque vallée, chaque crête et chaque ombre peut dissimuler une intention hostile. La mission des B-2 Spirit, jusque-là dominée par la furtivité et la planification, entre désormais dans une phase où l'environnement lui-même devient une arme. Les chasseurs Su-35 exploitent pleinement cet avantage naturel. Plutôt que de s'exposer dans les couches supérieures de l'atmosphère, ils plongent dans les reliefs, utilisant les montagnes comme un écran mouvant contre les systèmes de détection ennemis. Leur stratégie repose sur des apparitions brèves, presque fantomatiques. Surgir, obtenir une brève solution de tir, puis disparaître avant d'être verrouillés. De leur côté, les forces d'escorte américaines s'adaptent en temps réel. Les F-15E Strike Eagle forment une barrière mobile autour des bombardiers, élargissant la zone de contrôle aérien. Leurs radars balaient les vallées à haute fréquence, cherchant à compenser les angles morts créés par le terrain. Mais chaque impulsion radar est aussi un compromis. Plus ils émettent, plus ils révèlent leur propre position dans un environnement saturé de guerre électronique. Car le combat ne se limite pas aux missiles et aux trajectoires, c'est aussi une bataille invisible de signaux. Brouillage, interférences, leurres électroniques, chaque camp tente d'écraser les capteurs adverses sous une couche de bruit technologique. Les systèmes de guidage deviennent instables, oscillant entre précision et confusion, incapables parfois de distinguer une cible réelle d'un reflet électronique. Dans ce chaos contrôlé, une règle demeure absolue. La géographie décide du rythme.
Les Su-35 apparaissent toujours là où le relief leur offre une brève fenêtre. Les F-15E tentent de refermer ces ouvertures avant qu'elles ne deviennent dangereuses. Entre les deux, les B-2 poursuivent leur trajectoire, imperturbables, obligés de maintenir une vitesse et une altitude constantes pour préserver la cohérence de leurs calculs de largage. À plusieurs reprises, les distances d'engagement chutent brutalement. Les capteurs infrarouges détectent des signatures fugitives, trop rapides pour être confirmées avec certitude. Chaque alerte déclenche une chaîne de décisions automatisée. Verrouillage potentiel, recalcul de trajectoire, anticipation de tir. Mais le terrain casse les lignes de vue, transformant chaque solution de tir en hypothèse fragile. Le temps devient l'ennemi principal. Plus les interceptions se rapprochent, plus la fenêtre opérationnelle des bombardiers se réduit. Chaque seconde perdue dans ce labyrinthe montagneux rapproche les appareils d'un point critique où l'ennemi devient enfin certain. Et dans les montagnes d'Alborz, cet instant semble toujours juste assez loin pour prolonger le chaos. Le temps cesse presque d'être une abstraction et devient une contrainte physique. Chaque seconde est désormais mesurée, comptée et intégrée dans une séquence irréversible. Les B-2 Spirit approchent de la zone de largage, un point invisible dans le ciel, mais déterminé avec une précision absolue par des milliers de variables accumulées depuis le départ de la mission. À bord, le silence est différent. Ce n'est plus le silence de l'infiltration, ni celui de la tension tactique. C'est un silence opérationnel, concentré, où chaque action a déjà été répétée mentalement des dizaines de fois. Les systèmes embarqués affichent des trajectoires corrigées en temps réel, intégrant les dernières données météorologiques, les écarts de vent et les ajustements de cap des escortes. En contrebas, les objectifs restent invisibles. Les installations souterraines ne se distinguent pas du relief environnant. Seule la cartographie numérique permet de transformer la montagne en un ensemble de coordonnées précises. Entrée, puits, accès structurel, point faible. La cible n'est pas un bâtiment, mais une géométrie enfouie dans la roche. C'est à cet instant que la complexité de la mission atteint son point culminant. Ouvrir les soutes à bombes n'est pas un simple geste mécanique, c'est une exposition totale. Pendant quelques secondes, le B-2 abandonne une partie de sa furtivité. Sa signature radar augmente brutalement, le rendant perceptible dans un espace où chaque capteur ennemi est en alerte maximale. Cette vulnérabilité est calculée, acceptée et intégrée dans le plan global. Les pilotes savent que tout repose sur la synchronisation parfaite. Une ouverture trop tôt et la trajectoire devient inefficace. Une ouverture trop tard et la fenêtre de tir se referme. Entre les deux, une marge d'erreur presque inexistante. Au sol et dans les airs, les systèmes adverses réagissent en cascade. Les capteurs infrarouges, les radars de veille, les unités mobiles de défense aérienne ajustent leur position. Le champ de bataille électronique s'intensifie, chaque camp cherchant à exploiter la moindre fraction de visibilité. Puis vient le moment critique. Les soutes s'ouvrent. Le bombardier change instantanément de silhouette, ce qui était une forme furtive optimisée devient une structure temporairement exposée, traversée par les flux aérodynamiques et les signatures radar. Mais cette transformation ne dure qu'un instant. À l'intérieur, les systèmes de largage libèrent leur charge avec une précision millimétrique. Les bombes quittent l'appareil une à une, stabilisées immédiatement par leurs ailettes de guidage. Dès leur sortie, elles ne sont plus des objets inertes, elles deviennent des vecteurs autonomes, recalculant en permanence leur trajectoire vers les points d'impact désignés. Leur descente est lente, contrôlée, presque méthodique, contrastant avec la vitesse du contexte qui les entoure. À bord des B-2, la séquence est suivie avec une concentration extrême. Chaque séparation est confirmée, chaque libération validée. Une fois la dernière bombe larguée, le système enclenche immédiatement la phase de sortie. Les soutes se referment. Le bombardier retrouve progressivement sa forme furtive, comme si l'exposition n'avait été qu'un instant suspendu dans la nuit. Mais ce moment suffit à transformer le théâtre des opérations. Car en bas, les armes ne sont plus dans les avions, elles sont désormais en chute libre vers leur objectif. Et à partir de cet instant, la mission n'est plus entre les mains des pilotes, elle appartient à la gravité, à la physique et à la précision des calculs qui ont été figés bien avant le premier contact avec la cible. Dans les dernières secondes de leur trajectoire, les bombes ne sont plus des projectiles ordinaires. Elles sont devenues des instruments de précision guidés par une logique implacable, corrigée en permanence par leurs systèmes internes. Chaque ajustement minuscule, chaque variation de vent, chaque densité d'air traversée est intégrée pour maintenir une trajectoire parfaitement alignée avec les points de pénétration définis.
En dessous, la montagne d'Alborz semble immobile, indifférente à ce qui arrive depuis le ciel. Mais sous sa surface, c'est un monde entier de béton armé, de tunnels renforcés et de structures militaires enfouies qui attend l'impact. Les installations ne sont pas conçues pour être visibles, elles sont conçues pour survivre. C'est précisément ce qui rend leur destruction si complexe. Le premier contact est imperceptible à l'œil humain. Une bombe atteint la roche avec une énergie cinétique extrême. Plutôt que d'exploser à l'impact, elle pénètre profondément dans la masse rocheuse, suivant une trajectoire verticale quasi parfaite. La roche cède lentement, comme si la montagne elle-même absorbait le choc sans réagir immédiatement. Mais l'instant de silence est trompeur. Quelques fractions de secondes plus tard, la charge retardée s'active. L'explosion se produit non pas à la surface, mais au cœur même de la structure. La pression libérée à l'intérieur des tunnels souterrains ne trouve aucune issue naturelle. Elle se propage dans les galeries, écrase les parois, déforme les structures métalliques et désorganise totalement l'architecture interne du complexe. Les systèmes d'accès, les ascenseurs industriels, les conduits logistiques, tout devient simultanément un point de rupture. La précision de l'attaque transforme chaque entrée, chaque ventilation, chaque ouverture en vecteur de destruction interne. Puis viennent les impacts suivants. Ils ne frappent pas au hasard, mais selon une séquence parfaitement orchestrée. Chaque bombe cible un point critique différent de la structure souterraine, créant une réaction en chaîne à l'intérieur de la montagne. Les charges ne cherchent pas à percer la surface, elles cherchent à détruire la logique interne du complexe. À l'extérieur, la montagne commence à réagir, d'abord par des vibrations profondes, presque imperceptibles, puis par des fractures visibles à la surface. Des fissures apparaissent, s'élargissent et laissent échapper poussière et fragments de roche. Ce qui semblait solide et immuable révèle soudain sa vulnérabilité structurelle. À l'intérieur, c'est un effondrement progressif. Les galeries s'écroulent les unes après les autres, incapables de supporter la redistribution brutale des forces. Le béton armé se brise, les structures de soutien se tordent et les corridors deviennent des pièges sans issue. Le complexe perd sa cohérence, puis son intégrité. Lorsque la dernière explosion se dissipe, il ne reste plus une installation fonctionnelle, mais un volume instable de roches fracturées et de débris comprimés. Les systèmes de lancement, les chambres de préparation, les infrastructures logistiques, tout a été désactivé non pas par destruction superficielle, mais par annihilation de leur organisation interne. Dans le ciel, les B2 ont déjà entamé leur manœuvre de sortie. Ils s'éloignent sans regarder en arrière, laissant derrière eux une montagne qui ne protège plus rien. La mission ne se termine pas dans un bruit spectaculaire, mais dans une transformation irréversible du terrain. À 3h25 du matin, heure locale, 2 bombardiers furtifs B-2 Spirit pénètrent dans l'espace aérien iranien dans un silence presque absolu. Invisibles au radar conventionnel, ils avancent comme des ombres à haute altitude, incarnant le sommet de la technologie militaire moderne. Leur mission est d'une précision extrême, neutraliser des installations stratégiques profondément enfouies sous les montagnes d'Alborz, protégées par des dizaines de mètres de roches solides. Le défi est immense. Ces complexes souterrains ne sont pas de simples bases militaires. Ils ont été conçus pour résister aux frappes conventionnelles les plus puissantes. Enterrés à des centaines de mètres sous terre, ils abritent des silos capables de lancer des missiles balistiques directement depuis l'intérieur de la montagne. Leur destruction exige bien plus qu'une simple puissance de feu. Elle nécessite une synchronisation parfaite, une précision mathématique et une exécution sans la moindre erreur. À bord des B-2, tout est calculé en temps réel. Les systèmes embarqués analysent en continu une multitude de variables, vent en altitude, pression atmosphérique, densité de l'air, trajectoire optimale, chaque donnée compte. Une erreur de quelques fractions de seconde dans le largage des bombes pourrait compromettre toute la mission. Les armes utilisées, des bombes pénétrantes de haute précision, doivent atteindre des points spécifiques pour s'enfoncer dans la roche avant de détonner au cœur des installations. Mais la furtivité n'est pas une invisibilité totale. Les pilotes savent qu'ils évoluent dans un environnement hostile où la moindre faille peut être exploitée. Leur survie repose sur leur capacité à rester indétectables le plus longtemps possible. Chaque mouvement est calculé pour minimiser leur signature, chaque trajectoire optimisée pour éviter toute exposition inutile.
L'ironie de la mission est frappante. Des milliards de dollars investis pour rendre ces appareils invisibles, uniquement pour qu'ils révèlent leur présence au moment critique, lorsque les soutes s'ouvrent pour libérer une puissance destructrice colossale. Jusqu'à cet instant, tout repose sur le silence, la discrétion et la précision. Dans le cockpit, la tension est palpable mais maîtrisée. Les pilotes suivent leur trajectoire avec une concentration absolue, conscients que chaque seconde les rapproche d'un point de non-retour. Derrière eux, des milliers de kilomètres de planification et de préparation. Devant eux, un objectif enfoui dans la roche et protégé par une défense invisible. L'infiltration furtive n'est pas seulement une démonstration de technologie, c'est une épreuve de discipline, de sang-froid et de maîtrise totale. Dans l'obscurité de la nuit, les deux bombardiers poursuivent leur avancée, porteurs d'une mission dont le succès dépend d'un équilibre fragile entre invisibilité et puissance.